et leur foutent le VAE par-dessus et genre ils ont fait Born en Hello Kitty, Castex à la plage, enfin tu vois. Et toi, vas-y, non, parce que Ouais, tu me carrément, poses la attends, question tu en poses vrai. pas des Moi questions. Tout à l'heure. j'avoue, seulement 30 € pour devenir millionnaire, tu Ouais, vois, ces trucs-là. ça c'est un truc de ouf, ça allait vite, ça allait vite. Ah là, On commence à avoir la voix presque humaine de quelqu'un et là, ça fait poser des questions sur comment on va aborder ça. Et vraiment l'interdire, c'est présent, c'est là. Est-ce que maintenant, dès que quelqu'un va publier quelque chose, ça va être banni un peu comme... Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le podcast Almost Human. On va échanger avec la team de Explore 314 qui est un studio de production créatif et je les suis depuis 5 ans et je suis ravi de les avoir aujourd'hui parce que ça fait un peu le full circle. Donc je vous laisse vous présenter les gars, merci beaucoup d'être venus. Salut, merci, ça fait plaisir d'entendre ça. Salut. Vous pouvez vous présenter un peu? Ouais, vas-y. Tu veux te présenter d'abord? Ouais, bah moi c'est Hugo, je suis un des 3 associés de départ d'Explore 314 et puis je m'occupe de la partie gestion de l'entreprise au sens un peu plus général. Ok, trop cool. Moi, je me présente, je m'appelle Florent. Je suis directeur associé avec Hugo et Arthur de Explore 314. Et moi, j'agis sur la partie réalisation, un peu DA et pareil, gestion de la société sur certaines tâches. Ok, trop cool. Alors juste pour pouvoir introduire et pourquoi est-ce qu'on a un studio de création qui vient parler d'IA, c'est parce que les gars d'Explore 314 travaillent très souvent avec des artistes, dont un en particulier qui s'appelle Lord Esperanza, et ils ont fait un clip, même plusieurs clips aidés avec l'IA pour faire de la créativité, et j'aimerais bien que vous parliez de ce projet-là et comment est venue l'idée, est-ce que... niveau réalisation, c'était comment d'introduire l'IA dans vos process d'habitude, ce genre de trucs? Ouais, bah écoute, en vrai, en fait c'était pas prévu au départ qu'on intervienne sur ce clip-là. Nous on a pris l'IA un peu pleine tête avec, tu me dis si je me trompe, hein, mais un clip de Diamond World. Justement où ça a été pour nous un peu la découverte de l'IA et de la réflexion de comment ça marche et comment on peut mettre les mains dedans. Et en fait, on s'est renseigné avec Flo et Arthur, on a commencé à travailler un peu sur Stable Diffusion et Disco Diffusion. Okay. Mais c'était vraiment en sous-marin. Les prémices, ouais. Sur Discord, tu as des channels où tu vois un peu toute cette atmosphère en fait d'intelligence artificielle et tu vois que y a du ChatGPT, du Midjourney, du Stable, du Disco et en fait il commence à avoir une longue liste de choses où l'IA finalement commence à s'intégrer dedans et on a eu la curiosité de commencer à mettre le nez dessus et c'était un peu un hasard finalement. Ouais, c'était au détour d'une réunion avec Lord Esperanza et on prenait le métro en rentrant et il nous demandait des nouvelles et moi je commençais à parler de ça justement parce qu'en fait on voulait intégrer de l'IA dans notre dernier showreel. Okay. Et il captait pas trop comment ça pouvait rendre et je lui ai dit qu'on était en train de bosser sur un des rushs qu'on avait tourné pour un de ses clips et qu'on essayait de le transformer en octopus, tu vois. Ouais. La scène, c'est lui qui tombe dans l'eau, on essayait de le transformer en octopus. Et il a été curieux, il est venu au bureau, il a regardé ce que ça donnait. Et en fait, en parallèle, lui, il était déjà en train de tourner, ou il avait déjà tourné un de ses clips pour sa promo de son nouvel album. Et c'était un visualiseur, en fait. Et en voyant ça, il s'est dit, ça serait cool qu'on essaie d'allier les deux. Parce que le visualiseur, qui a été très bien réalisé, mais c'est un zoom in, zoom out. Et il s'est dit que sur certains plans, ça pourrait être carrément intéressant d'avoir de l'IA, surtout que le titre, c'était Caméléon. Ouais. Du coup, ça rentrait complètement, tu vois, dans la ligne directrice et artistique du sujet. Et du coup, on a commencé comme ça. En fait, le premier, on s'y est mis tous les 3 avec Arthur et Flo. C'est beaucoup de recherche, c'est beaucoup de tests, c'est beaucoup de rush que tu envoies. Parce que je sais pas si tu vois comment ça fonctionne. Je pense que je mettrai dans la vidéo les inserts des clips que vous avez fait pour qu'ils aient quelque chose de tangible à voir. Mais c'est vrai que du coup vous avez Stable Diffusion. Ouais. Pour ceux qui connaissent pas, il faut peut-être juste expliquer que c'est un peu une alternative open source en local de génération d'images, mais vous utilisez des plugins comme des forums ou des choses comme ça pour faire le... Ouais, après, ça va être dans la recherche de prompt en fait. Ouais, c'est dans la recherche de prompt. Au départ, on a, sur les premiers cas qu'on a fait avec Lord sur les 2 clips, on a essentiellement utilisé du prompt. Et là, maintenant, on commence à rajouter des extensions. Maintenant, il commence à faire du tracking sur l'image, de pouvoir effacer des parties d'image intéressantes. Tu peux avoir la partie squelette du personnage.
Et en fait, tu commences à avoir une mainmise beaucoup plus importante sur la génération qui a été faite sur l'image, un peu comme Photoshop finalement. Mais pour la partie clip, on a essentiellement travaillé en fait la partie du prompt. Déjà à savoir comment fallait réaliser un prompt, la méthodologie finalement, et on a eu cette curiosité de faire plein de tests au départ, de voir tel mot ça rend ça, tel mot ça rend ça, et plus on rentrait, on approfondissait en fait le prompt, et plus on avait quelque chose qui était généré, qui était vraiment intéressant. Et des fois, tu sais, tu mets un prompt un peu au hasard et finalement tu as des choses artistiques qui sont vraiment cool, et là on se dit ah ouais, ok, ça c'est la cool. dérive. Donc en fait, du coup on faisait un listing avec tous les prompts et on faisait plein de tests, et ça a été beaucoup de tests. Ok, c'est intéressant de voir que même vous, des profils créatifs, vous avez eu quand même un peu une démarche quasi scientifique, chirurgicale, de comment ça fonctionne. Parce que c'est un outil qu'on connaît pas encore du tout. En fait, tu vois, le et fait du coup, que il y a tu utilises plein de le choses terme à faire. outil, c'est drôle parce qu'il y en a des gens qui vont dire ouais, c'est révolutionnaire, c'est un truc, machin, mais en fait, vous l'avez vu comme un outil de créativité. Ah, mais dans tous les cas, ça va être révolutionnaire. Hein. C'est parce qu'on voit maintenant qu'ils commencent à l'intégrer dans Adobe, dans de la 3D pour faire la génération de textures. Il y a beaucoup de choses, même pour générer de la musique, etc. Je pense que c'est un outil, mais qui va faciliter et peut-être accélérer des processus de création. Et je trouve ça quand même révolutionnaire, même si on le voit en tant qu'outil. Hein. Je trouve que c'est faut pas en avoir peur pour le coup, tu vois. Je sais qu'on on en a parlé avec d'autres personnes et d'autres réals, et il y a ce côté de ça peut effrayer certaines personnes de en fait, j'ai vu récemment, tu vois, sur Insta, sur un Reels, genre une IA qui te fait ta sélection entre 2 rushs d'interview, tu vois, qui te scinde les deux, tac tac. Ouais, je crois que c'est ça. C'est ce que j'utilise pour le podcast. Ouais. En gros, c'est un abonnement à 30 balles par mois et tu mets tes caméras. Ouais, donc là, ça va jusque genre 6 caméras, c'est hallucinant. Et ensuite, tu lui dis qui sont les intervenants. Donc disons qu'on est là 3, je vais mettre Flo, JB, et ensuite tu vas avoir en dessous, il va te dire sur la piste 1 qui est présent. Et tu vas avoir toutes les possibilités, tu mets Flo, JB, celui-ci, il n'y a que JB, celui-ci, il y a tout le monde, etc. Ça réagit aussi, si je ne me trompe pas, par rapport au flux de parole, c'est-à-dire quand tu as volume. Et au volume en plus. Ça. Ce qui fait que même si tu es en train de parler et que moi je fais une petite, un petit ouais d'accord, ça va tac tac et ça revient sur toi. Et ça te fait genre 1 heure de découpe sur 6 plans en 1 minute. Ouais, mais tu vois, hallucinant. C'est hallucinant, mais faut pas en avoir peur en fait. C'est, comme dit Flo, c'est un outil. Il faut le dompter, il faut, je pense, le travailler. Et une fois que tu l'as en main, ça t'enlève une partie du taf. Et ça te donne justement du temps pour aller chercher d'autres créations. Et peut-être approfondir encore plus. De toute façon, la techno, elle est là. Faut pas. Tu peux que l'accepter et après tu l'intègres dans ton process de travail. Et ça permet aussi peut-être de toute cette base finalement qui est le découpage ou le dérush, etc. Ça demande du temps. Peut-être que ce temps-là, il va être minimisé et tu vas peut-être pouvoir passer plus de temps et approfondir ta partie créa ou ta partie montage. L'approfondir. Là, c'est pour des choses qui sont assez simples, mais je pense que de toute façon, il y aura toujours besoin de l'humain quand même derrière, parce que déjà, il y a la patte de l'humain aussi que tu dois placer dans ton process artistique et dans ton montage, par exemple. Et c'est ça aussi qui fait la magie du truc. Tu vois, c'est le cerveau humain aussi qui arrive à mélanger des technologies et des choses entre elles qui sont des fois qui ne sont pas censées fonctionner. Et je pense qu'il y en aura toujours besoin. Ouais, c'est un peu les choses à basse valeur ajoutée, quoi. Vraiment faire du dérush, etc. Que ce soit dégagé au final, c'est bien. Ce que je vois dans votre démarche quand même, c'est que j'ai l'impression qu'en étant créatif, vous avez quand même plus cette réactivité, flexibilité de vous adapter, de vous dire maintenant le montage c'est les IA qui le font, sur quoi on se focus sur nos 35 heures de taf par semaine, tu vois. Alors qu'il y en a qui se disent oh la vache. Moi, j'en ai eu qui font des réactions en disant mais surtout, ne le dites pas à mon patron, quoi, parce que c'est l'entièreté de mon taf qui part en 1 minute. Moi, je vais me faire remplacer par quelqu'un qui va faire les prompts de tout mon niveau, de tout mon truc, tu vois. Ouais, après, je pense, tant que tu travailles, tu peux pas te faire remplacer. Donc, tu vois, nous, on a essayé de bosser là-dessus, mais tu vois, si on reste sur le sujet large de l'IA, on s'est dit avec les gars qu'en fait, maintenant, avec les personnes notamment nos alternants, en fait, dès que vous avez une question, les gars, ChatGPT en fait. ChatGPT, ouais. Nous, à la place, tu vois, fou. Même au lieu d'aller sur Google, moi je vois des fois, tu as plein de pages de recherche particulières et au lieu de regarder tous les forums,
bah, lui, il va te détailler quelque chose. C'est encore... c'est pas forcément précis, mais tu peux lui demander directement les liens, les sources, etc. Ouais, et tu c'est vas ça. quand même, ça accélère quand même ton process de recherche. Et quand tu as un alternant ou quand toi, même tu sais pas sur une techno, genre du Python, pour régler un souci sur Stable, bah, tu es bien content de l'avoir au lieu de parcourir toute ta journée de problématiques. Incroyable. Ah ouais, c'est tellement de temps gagné. Mon petit Merci. frère, il est en études de création environnement 3D. Et du coup, il travaille beaucoup sur Unreal Engine, ce genre de logiciel de 3D. Et son prof, il a entraîné un modèle en local sur le serveur de l'école qui a bouffé l'entièreté de la doc de Unreal. Et il leur dit, je ne veux plus entendre une seule de vos questions. Vous posez sur un tel URL, c'est localhost et tout. Et du coup, les gosses, ils vont genre taper comment est-ce qu'on fait tel shader sur Unreal. Et t'as la doc entière qui leur répond en 3 secondes. Ça, c'est hallucinant. Ouais, c'est trop bien. C'est trop smart. Franchement, quand mon petit frère m'a dit ça, j'étais en mode, waouh. Et il dit, en plus, le prof, il nous a payé les abonnements Midjourney pour aider à générer genre les premières recherches d'environnement, de vibe, de mood board, etc. Parce que du coup, ils n'ont pas toujours les droits d'utilisation pour leur mood board. Tu sais, c'est une école où ils doivent estampiller tout ce qu'ils font. Ouais. Du coup, ils font que des trucs générés par IA pour leur mood. C'est Et trop ça leur bien. fait gagner trop de temps, c'est bien. hallucinant. Et je pense que ça va servir aussi même pour les parties moodboard, storyboard, etc. Il y a des choses qui vont pouvoir être utilisées. Et je pense que, après c'est ma perception, peut-être qu'au lieu de se dire ça va me remplacer, peut-être qu'il faut commencer à transformer justement certains métiers et de l'intégrer dans ton process de travail. Je ne suis pas sûr que ça puisse remplacer totalement une personne pour une tâche. Il y aura toujours des problématiques derrière. Ouais. C'est que ce soit des problématiques de génération, des problématiques de vas-y, ok, il fait mon découpage par exemple, il va sélectionner automatiquement telle image et telle image. Mais des fois, à l'œil, tu as une gêne sur ton montage. Ça, l'IA, elle n'est pas capable de reconnaître cette gêne visuelle. C'est le vrai truc humain, ça. Ouais, il y aura toujours, je pense, on n'est pas arrivé à un stade en tout cas où l'IA est tellement performante qu'elle a des ressentis presque comme un humain. Donc je pense qu'il y aura encore besoin en tout cas des humains pendant longtemps. Et vous, en tant que studio créa, design, etc., vous avez des clients qui vous font des requêtes d'IA? Parce que tu vois, par exemple, Fiverr, des sites comme ça, ils ont rajouté des sections créatifs IA pour essayer de générer des choses en grande quantité, ou est-ce que c'est plutôt vous qui essayez de dire, bon, on va te prendre telle techno, on peut faire telle expérimentation? Pour l'instant, on a eu. Ça a découlé en fait du clip qu'on a fait avec Lord Esperanza, où du coup on a réitéré l'expérience sur son deuxième visualizer qui devait sortir, enfin qui est sorti. Et après, on a eu d'autres demandes sur d'autres clips, il me semble. D'autres clips, ouais. 2, c'est ça? Ouais. Et, mais moi, là où ça m'a surpris, c'est j'ai eu un call avec une boîte il y a peut-être 2 mois où on se présentait, on voulait voir s'il y avait des collaborations possibles. Et le sujet de l'IA est arrivé. La personne en face m'a demandé si on faisait de l'IA. Et je lui ai dit que oui. Et tu vois, ne serait-ce que le fait qu'il me pose la question, j'étais surpris parce que je ne m'attendais pas à ce que cette boîte-là soit déjà alerte sur ce genre de sujet. Et le fait que je lui réponde de manière positive, lui aussi était surpris. Ouais. J'ai senti comme si c'était une petite question, tu déjà vois, prêt. genre je te défie un peu pour voir si tu es alerte. Ok, tu l'es, je vais montrer ce qu'on avait fait. Et en fait, il y a un truc qui se prépare et il y a un truc qui va être vraiment, je pense, hyper balèze en fait, entre les agences au final, les clients, les prestataires. Et je pense qu'il ne faut pas rater le coche. En fait. Ouais. Après, l'IA, je trouve que le terme IA est très très large. Ouais. Quand De vous fou. faites de l'IA, tu as de l'IA pour la vidéo, l'IA pour Ouais. la musique, pour la génération d'images, pour la 3D. Enfin, Qui c'est optimise des tellement prompts, large enfin, maintenant. et On a fait un salon aussi qui a rien à voir un peu du marketing. Ok. Et dedans, il y a toute une partie des entreprises, des startups qui avaient intégré un peu l'IA, plutôt en mode chatbot ou justement pour accélérer des process sur leur plateforme de site internet, sur soit de la vente en ligne ou des choses comme ça. Mais tu vois déjà qu'il y a toute la partie startup qui a intégré cette atmosphère IA, mais c'est une petite brique Ouais, c'est de vrai. l'IA finalement. Tu as beaucoup de choses. Donc je pense que c'est des choses, il va falloir commencer à préciser peut-être des termes sur le Ouais, mot IA et franchement. des termes sur des spécialisations en termes d'IA. Et je pense que ça va peut-être, comme la 3D, quand tu fais de la 3D, bah, tu as les personnes qui peuvent s'occuper de la modélisation, des textures, etc. Ouais, Je ça a pense été qu'après, segmenté, en fait. je pense que ça va venir aussi au fur et à mesure. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a quand même, dès qu'il y a une nouvelle techno, tu vois, dès qu'il y a la VR qui sort, t'es le premier à faire tout machin. Dès qu'il y a le premier métaverse, je suis le premier à faire le métaverse.
Bah là, dans l'IA, il y a quand même des marques qui ont couru en mode. Je crois que c'est Undies, qui fait j'ai vu la une pub, campagne ouais. d'affiches. Il y a eu beaucoup de commentaires, Ouais, même mais négatifs du dessus. coup, genre, ils étaient en mode, bah, c'est tout. L'IA, elle est en top tendance, on veut une campagne IA. En fait, ils n'ont même pas, je pense, réfléchi plus que ça. Des fois, c'est. Il y a eu des d'être réactif, ça suffit, quoi. des vraies personnes aussi qui ont été shootées, il me semble, sur Ouais, il y toute la avait campagne beaucoup d'affichage. de choses dans la Ouais. campagne. Mais ça, c'est tout un sujet de savoir est-ce que c'est genre une vibe comme genre le truc NFT, comme le truc Web3, est-ce que ça va vraiment durer? Et ça, c'est un peu, je pense, la différence des usages. Personnellement, je pense que ça va rester parce que c'est déjà en train de s'ancrer dans les usages, là où le Web3 a pas forcément touché autant une aussi grosse cible. Et du coup, on va avoir tout un service de modèle vers la recommandation. Les gens, ils veulent plus chercher, en fait. Genre, ils veulent juste être recommandés des résultats. Et Mais pour l'instant, ils sont encore un peu effrayés, tu vois, par cette énorme opportunité de j'ai plus besoin de réfléchir. Mais une fois qu'ils l'auront accepté, c'est comme tout, tu vois. Là où la VR, tu vois, effectivement, tout le monde s'est rué dessus, mais je pense que les gens n'ont pas capté ce que ça représentait. trop tôt. Trop tôt, peut-être. Alors que là, je pense que effectivement, tu as ce mouvement de masse où on utilise aussi, comme disait Flo, le terme IA n'importe comment, ou au sens très très large. Je pense qu'il y a effectivement une partie qui va lâcher, mais le reste va travailler la chose, va essayer de pousser un peu plus, et les gens vont commencer à l'accepter en fait. Mais tu as ce côté encore pour l'instant, ouais, ça fait peur en fait. Tu vois, les gens ils ont peur, tu vois. Ouais, c'est sûr. Et vous utilisez, en tant que chef d'entreprise, genre entrepreneur, vous utilisez l'IA aussi de manière non créative, genre juste des requêtes ChatGPT au-delà des questions pour les alternants. Est-ce que vous utilisez par exemple, je sais pas, genre Notion AI pour des process ou ce genre de techno? Ouais, bah en fait, là-dessus, c'est Flo qui s'est Ah mis à fond vas-y, gros, dessus. toi, déjà, comment tu vis la chose, soit en termes professionnels et après personnels peut-être? Bah, au sein du studio, déjà, parce que voilà, le studio, c'est un studio de production créatif. Donc, on en a parlé, tous les alternants, toutes les personnes qui bossent avec nous, c'était important de le mettre en place. Mais avant ça, il fallait aussi que nous, on le mette en place un peu au sein de notre vie privée, tu vois, Ouais. ou même dans nos relations en tant qu'associés. Et c'est vrai que ça peut très vite, dans ta façon de gérer la chose, tu peux très vite être un peu bordélique et avoir plein de choses partout, tu vois. Et je sais que Flo, et c'est pour ça que je reviens sur toi, c'est que il a vraiment mis le nez dedans et il a commencé à travailler les automatisations en fait. Direct. Qui t'amène, tu vois, je ne sais pas, de Standing Blue à un Excel qui te renvoie directement sur Notion. Où en fait, tu as très peu d'étapes à faire Trop bien. au final, puisque c'est tout automatisé. Tu en Ouais. parleras sans doute mieux que moi là-dessus, mais. Moi, en termes d'organisation, des fois, j'ai un peu de mal. Je me suis mis Google Agenda m'a beaucoup aidé à m'organiser dans ma vie, que ce soit personnelle ou professionnelle. Time blocking. Et après, j'ai commencé tout ce qui est un peu IA de manière générale. Je pense que pour les recherches, les tableaux, l'organisation ou même l'écriture, on va prendre ChatGPT. Je vais peut-être découper sur diverses Ouais, choses si sur tu le veux, processus des de travail. exemples concrets, ça peut être Par cool. exemple, ChatGPT, maintenant, je l'utilise dès que j'ai une question. Au lieu de taper sur Google, je vais taper directement sur ChatGPT. Soit par rapport à peu importe la recherche, on va dire sur le domaine professionnel. Tu as déjà perdu l'habitude d'aller sur Google, quoi. Ouais, je commence à perdre l'habitude parce que c'est un pont qui est beaucoup plus rapide que Google. Google, c'est tellement large. En plus, maintenant, il y a les choses sponsorisées, etc. Et au départ, tu passes forcément un peu de temps à décrire ton prompt, un peu, on va dire. Tu dois établir l'univers et l'atmosphère pour que ChatGPT puisse comprendre correctement ta problématique. Donc, si j'ai une problématique, je vais prendre le dernier cas, c'est sur Stable. J'ai des problèmes à démarrer le fichier, il y a des problèmes de lecture, de taille, etc. Python, c'est quelque chose que je ne connais pas du tout. Et il m'a aidé à régler cette problématique. Tu peux partager des fichiers pour qu'ils puissent regarder dans les fichiers. Il te donne vraiment la ligne de code où il y a probablement une erreur. Il t'éduque aussi finalement. Et c'est aussi comme ça, en apprenant plus vite, au lieu de me taper peut-être les Open Classroom, je ne sais pas si ça a changé de nom, tu vois, mais de me taper l'acte 1 d'Open Classroom, là, je commence à apprendre en termes d'autodidacte le Python naturellement.
je vais pas y retourner peut-être 15 fois dessus, tu vois, mais si par exemple j'ai des problématiques sur un logiciel de 3D et que je passe 3 semaines dessus, en 3 semaines, t'inquiète, le logiciel, je vais le rentrer dans ma tête. Ouais, mais c'est après, déjà hallucinant de se dire que tu es capable d'avoir des bases ou même d'aller quand même loin, tu vois, faire du Python pour Stable, etc., sans être dev toi-même, juste parce que tu es capable d'écrire avec du verbeux ce que tu as besoin, Ouais. et puis ensuite tu fais confiance à l'IA et tu dis oh j'ai eu telle erreur, je te copie-colle le nom de l'erreur, et elle te fait attends, bouge pas, j'ai un fixe, et tu colles le fixe, t'es en mode ok, je suis un dev maintenant. Après, c'est peut-être pas moi, il a réussi à me trouver. J'ai mis quand même une demi-heure à régler cette problématique. Peut-être que t'as genre 50 prompts en échange. Puis des fois, il dit c'est ça et c'est pas ça. Et tu dis mais non, t'as mal lu, c'est pas ça, etc. Et en fait, des fois, j'ai l'impression qu'il va chercher lui-même sur ses ressources. Et quand il n'a pas trouvé la problématique dans ses ressources, il dit quelque chose qui n'existe pas. Genre le fichier au départ, il n'existait pas dans ma base de dossiers que je vais partager. Donc ça a été une petite galère quand même. Faut creuser un peu plus, tu vois. Okay. Et après, ChatGPT, je l'utilise aussi dans mes process créatifs. Quand on fait de la recherche d'idées, par exemple, sur des concepts de manière générale, je trouve ça intéressant que lui, il puisse aussi énumérer des pistes. Au lieu d'être à 3 cerveaux autour d'une table ou 4 cerveaux, il y a un cerveau en plus qui va lui aussi faire ses propositions. Des fois, elles sont éclatées, mais de ouf, tu vois. Mais d'une simple phrase ou d'un simple mot, ça peut te donner toi une idée. Il suffit pas grand-chose en fait. Et je trouve ça cool d'avoir une autre personne en plus autour de la table pour aider à concevoir aussi les choses. Il fera pas tout lui-même. Quand il va t'inventer, je sais pas, un concept, ça va être tellement cliché et bateau que tu peux. Enfin, c'est grillé à 10 km. C'est soit un enfant, soit. Le truc que j'aime bien là actuellement sur ChatGPT ou Notion AI, ça dépend où on l'utilise, c'est de m'en servir un peu comme un carnet, comme un journal intime, tu vois. De venir confesser toutes mes pensées dans un process créatif ou pour un client. Tu vas lui dire tel client il a pas aimé ça, tel client il a pas aimé ça, et lui juste il bouffe les infos, il te fait ok, et puis ensuite par contre 3 semaines plus tard, quand il a un brief ou qu'il a un truc, ça pour le coup, quand il te sort des idées, en fait il reprend tous les critères que tu lui as donnés pendant des semaines. Ça sur ChatGPT tu peux le faire aussi. Je lui fais une conversation que j'appelle je sais pas, confessionnal client X, et du coup je lui parle de ce qui s'est passé, de ce qu'on a sorti. J'ai proposé telle description pour le post, il l'a corrigé de telle manière, tu vois, je lui mets, et comme ça quand je lui demande d'écrire un post la prochaine fois, il sait pourquoi, comment est-ce qu'il a corrigé le client. T'es en local ou non, je suis sur l'interface, mais j'ai un plugin. OpenAI non, sur ChatGPT vraiment classique, parce qu'il y a des plugins qui sont pas mal, et un des plugins Chrome que j'ai, c'est Super Power for ChatGPT, et ça te permet de faire des dossiers, d'avoir un historique de tes prompts, d'avoir un community prompt, où du coup tu as des gens qui ont créé des prompts que tu peux utiliser, et tu peux genre archiver ou mettre des petits signets d'enregistrement sur certains des résultats. C'est fou, j'ai l'impression que tu peux te perdre en fait dans les recherches d'IA. C'est pareil avec les stables, etc. En fait, je dois avoir genre une 50aine de confs sur le côté, enfin je pense que c'est pareil pour tout le monde. Mais... Ouais, c'est pareil. Et moi je trouve, je me perds aussi un peu du coup avec toutes ces possibilités. Faut réussir aussi à rester synthétique, parce que des fois je passe des soirées à tester des choses, ça fonctionne pas, et tu peux te perdre à dire vas-y, je vais encore tester autre chose, et après tu te perds dans la masse de tellement il y a de possibilités. Ouais, tu fais que ça. Et pour ChatGPT, je pense que j'ai fait un peu le tour du process. Et après sur Stable et Disco, sur la génération d'images. Je peux t'interrompre, te demander juste Disco, ce que c'est, juste pour le décrire un peu plus, pour que ce soit plus clair pour ceux qui connaissent peut-être pas. Disco Diffusion, quand on a fait la découverte de Stable Diffusion et Disco Diffusion, il y en a un qui était Stable, qui était en machine sur le local, et Disco Diffusion c'est en Google Colab, qui est un peu plus relou à lire en termes de texte, parce que tu as beaucoup d'options, et ils ont traduit quand même un peu le code pour que ça soit plus simple, un peu comme un note avec beaucoup de presque des formules mathématiques en fait pour faire tes réglages. Et ce qui était intéressant par rapport à Stable, à la V1 qu'on avait, c'est que ça pouvait permettre de faire, tu sais, les zooms un peu infinis avec des transitions. Oui, c'est ça. Et à partir de là, moi j'ai beaucoup aimé cette possibilité-là, parce qu'en montage vidéo, par exemple, tu vas pouvoir faire des transitions. Par exemple, tu vas avoir un cadrage, tu vas faire de gauche à droite, arriver peut-être sur le ciel. Sur le ciel, ça va te permettre de faire une transition sur l'IA.
Et la dernière image de l'IA, tu vas reprendre sur un plan réel. Un peu comme, tu sais, dans les clips, il y a eu toute cette mode un peu de des clips transitions Linkin Park. 3D un peu. Ah oui. Par exemple, le clip de Linkin Park, vous avez vu qu'il avait été généré par IA. Ouais, c'est ça, je crois. ouais. Ok. Et je trouvais ça vraiment intéressant de pouvoir me dire, ok, bah en plus maintenant de la 3D et des transitions un peu qu'on connaît maintenant, qui est devenue un peu banalisée, bah, on va pouvoir avoir cette possibilité de faire des transitions en IA. Et je trouvais ça vraiment cool. Trop bien. Ouais. Du coup, vous avez vraiment intégré genre l'IA. C'est drôle de l'avoir même en créatif, quoi, tu vois, genre. Parce que souvent, et c'est peut-être pas la norme, mais souvent les créas, ils ont un peu cet ego créatif de dire non, la créa c'est pour nous, l'IA elle va faire l'opérationnel. Mais de se dire que vous avez eu genre comment l'ouverture de se dire bon non, l'IA elle va juste nous donner des idées. Même si elle va pas nous donner ce qu'on veut faire, elle peut peut-être nous donner des idées sur ce qu'on veut pas faire, tu vois, et c'est déjà pas mal. Franchement, des fois, d'avoir du cadre, de se dire, bon, ok, toutes ces directions qu'elle nous a sorties l'IA, on est sûr qu'on veut pas aller là-dessus, mais au moins, ça y est, c'est barré, c'est enlevé, quoi. T'es jamais à l'abri aussi d'une bonne idée, comme je te dis, d'un mot ou d'une génération qui te donne une idée. Il y a des choses sur l'autre qui ont été testées aussi. Il y a des choses, on se dit, ah, finalement, ça marche, vas-y, on va continuer, on va approfondir cette piste. Ouais. Et c'est ça aussi la magie de la créa des fois, c'est que de quelque chose qui n'est pas prévu, comme en tournage ou autre chose, il y a des choses qui fait que bah, ça rajoute un petit sel, un petit truc qui fait la différence aussi. Ouais, trop bien. Et juste de manière technique, concrètement, vous avez des PC bien musclés avec des bonnes cartes graphiques pour faire tourner ça ou au studio, j'imagine que vous avez tout le matos qu'il faut. Là, pour certaines pour Stable IA, Diffusion, parce que ça, j'imagine que ça doit prendre quand même pas mal de VRAM. Pour Stable, ça va. Pour l'instant, on est en local sur nos machines qui font 4K, des montages classiques, on va dire. Et après, sur certaines, en fait, tu es limité par ta dimension. En fait, c'est ça qui est un peu relou. Et quand tu veux passer sur 2920 par 2080, par exemple, tu dois passer par un serveur. Là, tu dois payer, par exemple, un Google Colab. Et lui, il va te mettre un serveur avec une machine qui va te permettre justement de générer une plus grande image avec une plus haute définition. Et ça, ouais, je crois que c'est peut-être 10, 20, 30 balles. Ça dépend pour quelques images. Je sais plus trop exactement. En fait, si je résume, il y en a où on peut faire tourner sur sa carte graphique en local, et ça, quand vous faites les tests, etc., ça va. Mais dès que tu veux un truc HD, on parle même pas de 4K, il faut que tu ailles demander à des serveurs de render farm sinon de faire le truc. ton PC il est out et tu vas essayer de générer ton image et il va te mettre une erreur directement. Ouais, une erreur, ok. Soit une erreur, soit il plante. Ça a l'air qu'on voit, ça c'est sans le vécu. Hein. Complètement, et c'est bête, tu vois, mais le simple fait d'avoir genre After Effects ou Premiere Pro, ce que tu veux d'ouvert, et à côté intelligence artificielle, le truc il plante direct en bleu. Sauf que du coup, vu que tu es en export via Disco, on va dire, ou sur Disco, non Stable, en local, dès que tu es en export, bah, ça dure, tu vois. Ça met un certain temps en fonction de ce que tu lui demandes. Et admettons, tu es à 50% de ton export, et à ce moment-là, il plante. C'est relou, tu vois. Ouais, c'est sûr. Mais non, sinon ça va, ça tourne. Il y a une tendance actuellement avec la musique et l'IA. Par exemple, il y a eu Drake et The Weeknd. Il y a un mec qui a fait des sons à partir de leur voix. Il y a Grimes, l'ancienne compagne d'Elon Musk, celle qui a l'enfant qui s'appelle X, qui a dit qu'elle donnait 50% des royalties aux artistes qui voulaient utiliser sa voix pour faire des titres avec elle et tout. Qu'est-ce que vous pensez de ça en tant que personne qui travaille avec des artistes musicaux tout le temps ? T'as Guetta aussi, qui a repris la voix d'Eminem. Et j'ai pas vu ça. Il a dit, je crois justement, IA, genre recrée-moi la voix d'Eminem dans ces années 90, je crois, 2000. Et le truc est sorti. Et il y a eu pas mal de haters là-dessus. Après, c'est particulier quand même. Je me dis... En même temps, la question elle est si large parce que si on prend l'exemple des chanteurs, tu vois, c'est des gars, bah, c'est leur voix, c'est leur travail, au même titre au final qu'un artiste peintre qui va bosser toute sa vie son trait et que tu peux retrouver aujourd'hui dans des modélisations via IA. C'est un peu vers ça que je voulais vous diriger. C'est qu'est-ce que vous pensez de ce trou légal qu'il y a de... Est-ce que entraîner une IA avec des données pas acquises où tu n'as pas les droits d'auteur, c'est forcément illégal ? Parce que
t'as le camp qui est contre, qui va te dire Ouais. oui, évidemment, t'as entraîné une IA avec des trucs sur lesquels t'avais pas les droits, et t'as le camp pour qui va te dire bah non, de toute manière, ça va être une génération qui n'est pas ce que tu as fait, donc c'est pas à toi. Après, tu Est-ce que prends vous quand avez même un avis là-dessus la patte de l'artiste. Hein. Ouais. Que ça soit The Weeknd ou Digger, quand tu fais une inspi d'une image, c'est quand même lui qui a inventé cette patte-là. Tu vois. Donc, je pense qu'il faut laisser aussi. Après, c'est pas toi, Flo, qui me parlait d'une nouvelle loi là, aux États-Unis qui vient de sortir. Ouais, ou qui mais va après, sortir. c'est sur en gros, il y a la commission aux États-Unis des droits qui était en pourparlers. Peut-être que c'est passé. Tout ce qui est généré par une IA, tu ne pourras pas. Il n'y a pas de droit, il n'y a pas de royalties. C'est le domaine public. Tu peux pas le privatiser ça en fait. Tant qu'il n'y a pas un humain derrière qui a créé la chose, et faire être prompteur n'est pas considéré comme œuvre d'art en fait derrière. C'est encore en pourparlers, il me semble. Mais après, il me semble que si tu fais une génération d'images et que entre ta génération d'images et toi, un peu que tu as fait ta création, il y a une grande différence, tu peux probablement déposer les droits en tant qu'œuvre derrière. Okay. C'est un peu comme le digital painting, tu sais, quand tu prends des vraies images Getty par exemple, et que dessus tu repeins, etc. La finalisation entre la première image et la dernière n'a rien à voir. C'est une œuvre nouvelle qui a été créée. Et je pense qu'on va partir un peu sur cette direction. Mais là, pour l'instant, aux États-Unis, en tout cas, ils ne considèrent pas. Je me demande si c'est pas à la suite des scénarios, des scénaristes qui écrivaient aux États-Unis qui ont fait une grosse grève là récemment. Et ils disaient nous, on veut deux choses, plus de salaire et un positionnement sur l'IA. Parce qu'aujourd'hui, les maisons d'édition, elles ont reçu genre 2000% c'est fou. plus j'ai de vu scénarios en science-fiction. J'ai vu qu'Hollywood, ils n'avaient pas autorisé sur certains trucs en termes d'écriture. Justement, c'est pour ça qu'il y a des grèves sur ce sujet-là et que je pense que c'est en train d'être travaillé dans les lois, mais c'est vrai que c'est un énorme vide juridique. Ouais, je sais pas comment me positionner à ce niveau-là, tu vois, notamment aussi pour les chanteurs, les musiques, même voix off. Tu vois, maintenant, en fait, finalement, tu peux avoir... tu écris ton texte, si tu as une génération voix off qui commence avant ça faisait très machine, et maintenant tu commences à avoir la voix presque humaine de quelqu'un, et là ça fait poser des questions sur comment on va aborder ça, et en plus comment tu peux interdire comment tu peux vraiment l'interdire, c'est présent, c'est là, est-ce que maintenant dès que quelqu'un va publier quelque chose ça va être banni un peu comme une musique, au bout de 3-4 secondes il reconnaît, je sais pas du tout comment ils vont combler ce vide en fait. C'est tellement complexe. Là, par exemple, il y a eu Google I.O., où ils ont fait leur présentation pour essayer de rattraper leur retard sur l'IA, etc. Et dans les trucs qu'ils présentent, c'est qu'ils disent que tout ce qui va être généré par Google I.O., il y aura dans les métadatas que ça a été généré par une IA. Tu vois, genre, ils essaient de stamper. Et de l'autre côté, je trouve que les plus gros gagnants de tout ça, ça va être Adobe. Parce qu'ils ont dit, dans Firefly, il n'y aura que des musiques, assets, photos, vidéos, de Adobe Stock, et vu qu'on a les droits sur tout Adobe Stock, tout ce qui va être généré, vous aurez les droits aussi dessus. Voilà. Genre ils sont trop smart, je trouve que là Adobe ils vont gagner là-dessus. Bah oui, c'est sûr. Firefly pour vidéo, Firefly et tout, enfin genre ça va être big. Et ils ont tout capté en fait. Ouais, vraiment. C'est cool aussi de mettre une empreinte sur la création aussi. Ouais, c'est pas mal. Je sais pas comment ça, parce que maintenant tu peux mettre ta machine en local, tu peux la mettre, elle est en ligne. Je sais pas comment du tout tu vas pouvoir avoir une main mise sur toutes les productions en fait, de manière générale, que ce soit audiovisuel. Je pense qu'ils rêvent un peu. C'est complexe. Hein. Après déjà, je pense que le fait de pas pouvoir une œuvre derrière et de poser les droits, c'est une bonne base. Déjà, ça veut dire que n'importe qui crée quelque chose à partir d'inspiration à droite à gauche, faudra quand même une modification entre la création et puis l'œuvre finale. Je pense que déjà, c'est quand même une bonne base pour se dire, ok, il y a beaucoup d'artistes qui avaient peur de perdre un peu leur travail finalement, parce que y a une machine qui va mettre les 3 prompts, machin, une ref générée, et basta, l'œuvre elle est faite, je vais pouvoir la vendre. Finalement, ça se fera pas, c'est pas comme ça. Ouais, non, ils sont allés un peu vers ce créneau, mais au final, je pense que ça, c'est un peu la tendance du début. C'est genre l'Eldorado, tout le monde veut se faire un peu de thunes sur ça. C'est comme genre le top 1000 des prompts ChatGPT pour seulement 30 € pour devenir millionnaire. Tu vois, ces trucs-là, c'est un truc de ouf. Ça allait vite, ça allait vite. Ah la vache, il y a que ça dans les stories Instagram là.
Mais comment faire un business avec ChatGPT Ah, mais j'en peux gros, plus, mais c'est allé tellement vite. Ils À ont peine pas ça loupé a le popé. coche. Ah ouais, à peine ça a popé. C'est des gars, ils sont réactifs de fou. Putain, ils se sont dit, putain, là, il y a un gap d'informations, là. Je On vais y perdre va. de l'argent. Qu'est-ce que vous pensez de l'IA, là, sur les outils? Est-ce que vous pensez que c'est bien cette tendance de créer des millions d'outils ou que justement, parce que ça va forcément concurrencer les gros acteurs du marché et les pousser? Ou est-ce que vous êtes plutôt du genre à vous dire, moi j'attends le plugin Premiere Pro qui va pouvoir faire ça de manière automatique? Tu vois, comme on a vu par exemple Premiere Pro qui faisait recadrage automatique, cet effet-là, bah, ça c'est un peu avec du machine learning. Vous êtes plutôt team 5 outils ou plutôt team un outil qui prend tout? En Je sais vrai, pas, vous avez peut-être un avis différent. je sais pas, moi, je t'avoue, je mets moins les mains dedans, mais j'aurais tendance à dire que je suis un peu pour les deux en fait. Et effectivement, en avoir un qui regroupe le tout, si c'est trop bien. Mais je pense qu'on peut pas se permettre d'attendre. Ouais, c'est ça, Il surtout, faut en fait, déjà être alerte sur ce qui se fait et se dire, ok, enfin c'est bête, tu vois, sur un tournage, il peut se passer un truc, tu peux le sauver avec une IA qui existe déjà actuellement. Là où tu vas pas attendre 6 mois que ça arrive sur j'avoue. Adobe, tu vois. Donc, les deux sont bien en fait, je pense, mais il faut rester alerte et quand la version générale regroupant tout sortira, ça sera trop bien, Ouais, c'est facile. sûr. Ouais, mais ça c'est vrai qu'il faut toujours être du coup dans cette démarche de D'être curieux. être alerte Ouais. et ensuite être curieux et Ouais. se dire que c'est sûr que de toute façon si tu es dans une position de peur ou dans une position de non, j'attends que ce soit Adobe qui le sorte avant d'installer un truc sur mon PC, Puis c'est trop je tard. pense que t'es déjà Après, ça t'es convient à déjà KO. certaines personnes aussi. Bien évidemment, ils attendent d'être dans le confort, trop bien. Mais je pense que l'intérêt, il est d'aller se casser un peu les dents et de se former et de travailler là sur toutes les versions qui sortent et qui sont multitudes pour justement derrière arriver sur la version qui sera générale et en fait, tu te baladeras sur celle-ci parce que tu auras C'est ce qui amassé permet des heures aussi de taf. Quoi. te démarquer créativement. Quand tu vois déjà tous les gens qui publient sur TikTok ou Instagram des choses en IA, génération de vidéos ou d'images, c'est déjà fou, tu vois. Mm. Si elles attendent que ça sorte déjà sur Premiere Pro, on va falloir attendre un petit moment. Tu vois. Ouais, c'est sûr. Mais moi, j'apprécie le fait que tout soit sur une seule console au lieu d'avoir 11 onglets, 11 machins. J'aime bien avoir un seul truc et travailler dessus. Après, c'est la curiosité de dire si je veux réussir à créer des nouvelles choses aussi, il faut être le premier à tester les technologies qui sortent. Trop cool. Non, et toi, vas-y, non, parce que Ouais, tu me carrément, poses des attends, tu questions. poses en vrai, que des Moi, questions. nickel. Tout à l'heure. j'avoue, je suis un peu team un seul outil. J'avoue que, tu vois, j'étais en train d'essayer de me dire, est-ce que je switch de Premiere vers DaVinci, ce genre de choses. Et quand Premiere ont annoncé qu'ils auraient tout ça, tout ce qu'il allait avoir dans l'IA là, avec Firefly Vidéo, donc je sais pas, il va y avoir genre le détourage de fond, enfin beaucoup des choses qui sont dispo sur Runway par exemple, vont être dispo sur Premiere. Bon, c'est tout, j'ai arrêté de T'as chercher. fait demi-tour. Mais franchement, là d'ailleurs, je sais pas si vous avez pu tester Runway pour faire vifs vidéo aussi, to hein. vidéo. Ils ont été vifs. Vous avez eu les accès ou pas? Des accès, mais tu peux les tester déjà, non? Vidéo to vidéo, là, tu sais, tu donnes une vidéo de base. Ouais, mais ça, tu peux le tester déjà en photo ou vidéo. Sinon, après, il faut prendre un abonnement ou un truc comme ça, non? Vous avez vu le prix ou pas? Non. Non. C'est 12 balles par mois pour 15 secondes de génération. Ok. Genre, ça fait 50 balles la minute. C'est hallucinant. Ouais, genre, c'est ça bien me rush. fait- Mais ça va prendre. Hein. Ouais, mais du coup, va genre, apprendre. tu vois, là, j'ai un Notion. Du coup, Lou m'a généré un Notion de tracking, etc. J'ai genre 130 cartes, et ça, c'est mon suivi des expenses et des abonnements. Il y a 130 trucs, des fois des trucs à genre 1 balle, des trucs à 8 €, de tous les outils IA que je teste. Parce que je fais un peu des contenus sur TikTok où je teste plein d'outils. Il y en a plein qui m'en envoient, des versions de test et tout. Mais il y en a certains que je prends. Et j'avoue que moi, je n'en peux plus d'avoir genre une barre de favoris avec marqué outils IA et genre tous les trucs auxquels je suis abonné. Genre. Après, ils sont efficaces quand même. C'est quand même moins casse-tête que d'être sur Stable ou Disco. Je passe autant de temps à m'abonner et me désabonner d'outils que d'en tester. Parce que genre, celui-là, je m'en sers plus parce qu'il y a celui-là qui est sorti, il faut que tu ailles résilier l'abonnement, etc. Genre, ça change c'est vite. horrible. Ouais. C'est en une semaine ou deux, en fait, t'as déjà un gap qui est passé.
je sais pas, j'ai loupé une semaine, ils avaient déjà intégré une extension d'ajout de 3D dans Stable. Et Ouais, du coup, tu commences et je me suis dit, ah ouais, ok, déjà en une semaine, et ça arrête pas. Tu vois les gens, je te dis, sur Discord, t'as des gens tous les jours. T'es Ils sur un testent tous les jours. Discord d'IA, où ils testent, je t'avais dit au début, oui, un c'est peu ça, hein. toutes les IA, Ok. et t'en as, ils font ça tous les jours. Moi, j'ai fait un petit Discord avec ma communauté, tu vois, genre on est 130, rien du tout de fou, mais il y a 2 personnes dessus qui font que du stable. Il y a un mec qui s'appelle Ben et un mec qui s'appelle Lolo. Et eux, des fois, ils se retrouvent le soir et ils font des LoRa. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, les LoRa, c'est des modèles d'IA spécifiques sur des thématiques. Et ils font des LoRa sur les personnages publics en France. Genre, ils ont fait un LoRa d'Elisabeth Borne, un LoRa de Macron, des Castex, etc. Ah, c'est lourd, j'en cherchais en plus Et ils trucs comme s'amusent ça. à les faire, mais ça me termine. Ils ont fait un LoRa de moi avec genre les screens de toutes mes vidéos TikTok. Pour faire le LoRa, ils font une bibliothèque condensée d'images. Moi, il m'a pris que 30 photos de moi, mais c'est pas top. Il m'a dit qu'il faudrait genre au moins 150, 200 photos et tu peux avoir un LoRa. Du coup, ils font une bonne base de données. Après, c'est la machine qui va sélectionner. Ouais, c'est ça. Et ensuite, dans Stable, tu vas choisir ton LoRa. Et puis, eux, ils ont fait leur propre VAE. Donc, le VAE, c'est le dernier layer en mode genre couleur, saturation, cohérence visuelle. Et ils leur foutent le VAE par-dessus. Et genre, ils ont fait Born en Hello Kitty, Castex à la plage. Enfin, tu vois, genre, c'est terminé. Et j'avoue, je dois bannir une paire de leur génération, mais ils passent leur soirée à faire ça, tu vois. Moi, je trouve ça lourd. Après, ça pose quand même les questions médias, etc. Des photos qui finalement sont pas réelles sur les Facebook, etc. Qui partagent des fausses informations. Ça me fait un peu rep. Le pape avec la doudou, Macron devant les poubelles. Enfin, moi, j'ai trouvé ça exceptionnel. Moi, je trouve ça excellent aussi. Franchement, après, je comprends parce que t'imagines, là, on est dans une génération. En plus, on est des personnes qui sont dans le domaine, mais je vais montrer ça à ma mère. Mais ma mère, elle m'a envoyé la photo en me disant t'as vu ça, le pape, mais promme-de que ma mère, elle l'a fait. Hein. Mais bien sûr. Donc, t'imagines tout ce qui est fausses informations et tout. Je sais pas comment... Du coup, sur Midjourney, je suis allé foutre 5 images dans mon prompt et j'ai demandé pape en veste de cuir et je lui ai envoyé. Je lui ai dit, regarde, le lendemain, il a mis une veste de cuir noire, c'est trop chelou, tu vois. Et elle m'a dit, mais what the fuck, le pape, il fait n'importe quoi. Et je lui ai dit, maman, tu te fous de ma gueule, c'est forcément une IA. Tu vois. En plus, moi, je crée, je lui en parle tout le temps, je lui fais tester, tu vois. Ah, mais c'est si loin, en fait. Pour des personnes qui sont en pas. En fait, ils ont même pas le tic mental de se dire, c'est peut-être. Faux. Bah ouais. Tu vois, ils ont aucune. Tu vois, ils voient l'image, c'est. Ouais, genre, il n'y a aucune. Parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est des cycles, hein, mais la vérité, elle passe par le visuel. Ouais. Là où auparavant, la vérité, c'était par l'impression et la lecture. Tu vois. Aujourd'hui, tu montres n'importe quel visuel à quelqu'un, il va même pas, comme tu dis, se poser la question de est-ce que c'est réel ou pas. Je l'ai vu, donc c'est réel. C'est là où c'est problématique et c'est là où, justement, comme tu dis, ça peut poser des soucis sur, ouais, quand tu vois le pape, vas-y, on rigole entre nous, hein, mais je sais pas si tout le monde sur Terre l'a pris comme ça, hein, en mode c'est archi-stylé, il y a un bête de flow, bah ouais, c'est... Mais tu vois, même ma mère, tu vois, elle est de confession chrétienne, tu vois, genre elle a rigolé sur le truc, tu vois, elle a dit oh il m'a piqué ma veste à moi parce qu'elle s'habille toujours avec des trucs des fous, mais ouais c'était très différent. Ce qui était aussi drôle, je sais pas si vous scrollez un peu TikTok, mais genre t'as des gens qui prennent des gameplay Minecraft, qui foutent ça genre en bas de la vidéo et qui font croire que c'est Obama, Biden et Trump qui jouent à Minecraft et qui s'insultent. Genre le soir, je vous l'enverrai à la fin du truc. En vidéo ? En vidéo, et du coup, genre ils sont allés sur Eleven Labs et ils ont donné 3 minutes de la voix de Trump, 3 minutes de la voix de Biden, 3 minutes de la voix de Obama, et ils leur ont créé un script avec ChatGPT d'écrit Biden, Obama et Trump qui jouent à Minecraft pendant 1 minute. Et du coup, t'as tout un script, ils ont mis chaque voix sur chacun, ils récupèrent tous les voix, ils passent ça dans Premiere Pro avec un gameplay Minecraft en dessous. Et ils ont mis des vieux PNG de Obama avec un casque Razer détouré, tu vois, trop drôle. Et ils ont appelé ça White House Gaming sur TikTok et ils font genre 15-20 millions de vues par vidéo, ils en font 3 par jour. Et ils ont revendu le truc des centaines de milliers de dollars, ils sont trop chauds. Ils l'ont revendu ? Je vous le montre. C'est quoi, c'est parce que c'est eux qui l'ont programmé, non ?
C'est eux qui ont programmé. Non, genre l'IA, c'est Eleven Labs, c'est genre un truc à 10 € par mois, tu vois. Et c'est Eleven Labs qui fait la liaison genre sur Qui fait juste ChatGPT la avec voix. les voix, où ils ont tout fait genre séparément. Non, ils ont fait séparément Ok. sur chaque IA. Je croyais qu'ils et, avaient réussi à. Non, ils ont faire un juste petit truc et revendu tout leur couplé. compte TikTok à un mec qui veut faire du scam derrière avec un compte à 1 million d'abonnés, mais ça c'est autre chose, c'est un autre débat. Merci beaucoup les gars, c'était trop cool. Merci C'était un à toi. plaisir, hein, C'était, merci de nous avoir plaisir reçus en de tout vous cas. avoir. Bah, franchement, c'est genre petite consécration personnelle de vous recevoir dans l'école. J'ai montré votre showreel de 2015 à un projet de veille en première année. Vous voyez, genre, c'est la trop vidéo cool. qui Cette était. semaine, Non, quand il y a genre 5 ans. La vidéo qui était en full screen avec le 3.14 au centre, cette vidéo-là qui est restée genre un moment sur votre site. Ouais, c'était Ouais, la c'est- home. Ouais, c'est ça. Ça faisait partie de ma veille et genre on devait dire qu'est-ce qu'on a vu de beau cette semaine et du coup j'avais montré ce Ah, trop truc-là et cool. tout, tu vois, genre. Donc ça fait plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Bah, merci à toi. Merci, Mère, à toi. Allez, merci beaucoup les gars.